Le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent, c'est maintenant dans Hebdo Santé sur Medi. Bonjour et bienvenue. AVC, accident vasculaire cérébral, chaque minute compte. Combien de temps faudrait-il pour éviter le pire? Encore faut-il connaître les signes d'alerte afin de vite agir. Et quels sont les facteurs des risques qui nous exposent à l'AVC? Deux invités avec moi sur ce plateau pour en parler. Docteur Jean-Bédel Ballot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin neurologue vasculaire, neuro-ophtalmologue, neuroradiologue, formé à l'Université Sorbonne de Paris et en fonction à l'hôpital Yves Le Foll en Bretagne. C'est toujours en France. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Mon deuxième invité est une habituée de ce plateau, Madame Nyao Chantal Benel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG AVC Espoir. Merci en tout cas d'avoir répondu une fois encore de plus présente. Merci de nous donner l'opportunité de parler des AVC. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite par l'épidémiologie en 2023 des AVC sur le continent par rapport à la France où vous êtes, docteur Ballot. Est-ce qu'on a des données pour faire un peu la différence entre la prévalence ici et puis l'autre côté? En termes de vue épidémiologique, nous n'avons pas vraiment de données spécifiques à l'Afrique. Mais ce que nous savons, c'est que je vais vous donner des données de manière globale. D'accord. Dans le monde, nous savons que c'est un peu plus de 17 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde, avec 6,7 millions de décès. En Europe, on a 1,2 million de nouveaux cas chaque année en Europe, et en France, on a 150 000 nouveaux cas chaque année. En Afrique, on sait que les AVC sont l'une des premières causes de mortalité, c'est-à-dire on sait que ça fait 53% de décès. On sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est la première cause d'hospitalisation, mais on n'a pas vraiment de données assez probantes. Les dernières études que nous avons pour la Côte d'Ivoire de manière spécifique, c'est autour de plus de 15 000 nouveaux cas chaque année, mais encore, ce sont des données qui sont un peu sous-estimées. Quelques données en Gambie, on a 43% des décès liés aux AVC. Au Nigeria, on a 46% et au Burkina Faso, 33% des décès de manière globale qui sont liés aux AVC. Mais pas vraiment sur le continent africain des données assez probantes du fait que les populations n'ont pas accès, n'est-ce pas, aux imageries qui permettent de pouvoir diagnostiquer donc ces AVC et pouvoir être, n'est-ce pas, répertoriés sur le plan international par l'OMS. Alors, Madame Nyao, des nouveaux cas, on en compte chaque année. Vous qui êtes de la société civile, votre regard sur l'évolution des AVC sur le continent? Je vais essayer de paraphraser ce que m'a dit il y a 2 semaines un des responsables de la direction de l'information sanitaire. Il dit, mais Mme Nyao, je ne comprends pas pourquoi les AVC ont explosé. Est-ce parce que ces AVC n'étaient pas notifiés ou tout simplement parce qu'effectivement, en termes de prévalence, il y en a un peu plus? Bon, la question reste posée. Il faut dire que les derniers chiffres qui nous ont été remis par la direction de l'information sanitaire nous parlent de 8 000 nouveaux cas pour l'année 2022. Pour 2023, on est sensiblement vers les mêmes chiffres. Mais comme le docteur Ballot l'a si bien dit, les AVC ne sont pas, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Pour la simple raison que les AVC souffrent de ce qu'on appelle les facteurs sociaux culturels. Lorsque vous êtes victime d'un AVC, c'est forcément l'oncle du village qui vous a lancé un sort. Et pour vous prémunir, pour préserver votre vie vis-à-vis de ces attaques de l'oncle, vous allez aller vous réfugier certainement dans une église, chez le tradit praticien, bref. Donc ça fait que toutes ces personnes qui vont se réfugier dans ces endroits ne sont pas forcément captées, ne sont pas forcément enregistrées par le système sanitaire. Et donc ce sont des perdus de vue qui font que les données dont dispose le ministère de la Santé à ce jour sur les AVC ne sont pas des données exhaustives. Et donc il faut les prendre avec réserve en se disant que en termes de ratio, on a un peu plus de cas. D'accord. Comme Mme Nyao l'a dit, est-ce que c'est parce que le diagnostic il est un peu, j'allais dire, onéreux pour le continent?
Oui, il y a cette problématique aussi, mais après, comme on a dit, la santé n'a pas de prix. Donc l'objectif surtout, c'est de pouvoir faire l'imagerie pour savoir exactement ce que les patients ils ont. C'est très important. Parce que là, comme on le dit chez nous, une hémiparésie ou un trouble du langage n'est pas égal à un AVC. D'accord. Donc aujourd'hui, le fait que les gens n'ont pas accès à l'imagerie, ça fait que finalement, tout le monde est pris peut-être pour, à tort, on va dire, pour l'accident vasculaire cérébral, qui peut-être n'est pas forcément cela. Donc, alors, cela nous amène donc à parler des signes d'alerte qui sont certainement mal maîtrisés, mal connus. Madame Belel, est-ce que vous avez le sentiment dans vos sensibilisations que la population maîtrise véritablement les signes d'alerte des AVC? Non, en effet, les populations ne maîtrisent pas les signes d'alerte de l'AVC. Et ça va dans toutes les couches sociales, hein. C'est toutes les couches sociales qui sont concernées. On ne communique pas assez sur les signes d'alerte de l'AVC. D'où la méconnaissance donc de ces signes-là. Quand vous parlez de couche sociale, ça veut dire qu'on soit en milieu urbain. Aujourd'hui, l'AVC a transcendé ses frontières présumées. Avant, on pensait que l'AVC c'était la maladie d'abord des riches et la maladie des vieux. Mais aujourd'hui, on a l'AVC à tous les âges. Wow. Il n'y a plus de frontières en fait. Il n'y a plus de frontières. Ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si Dr Ballon le dira, je ne sais pas si c'est une réalité qui est propre à l'Afrique. Mais en tous les cas, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez des victimes d'AVC qui sont jeunes, vieux, enfin de tous les âges, sans distinction. D'accord. On parlera donc des facteurs de risque, justement, on va en arriver. Mais déjà, voyons, c'est les signes d'alerte. Vous en avez fait 4 tout à l'heure, Dr Ballon. Quels sont généralement les signes d'alerte qui doivent déjà vous dire, attention, il y a un AVC qui n'est pas loin? Effectivement, avant de parler des signes d'alerte, il faut savoir déjà ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral. D'accord. C'est très important. Donc l'accident vasculaire cérébral, comme je le disais tout à l'heure, c'est un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau qui n'est plus alimenté en oxygène, et cela est dû soit à la présence d'un caillot au sein de cette artère ou à la rupture de cette artère, responsable bien sûr des signes neurologiques soit focaux ou globaux, qui sont les troubles de la parole, la perte de la vue, le déficit moteur d'un membre, soit le bras, soit la jambe, soit les troubles de l'équilibre, les céphalées intenses, etc. Donc, ce sont des signes qui apparaissent de manière brutale, mais il y a des signes qui peuvent alerter que le patient est en train de faire un accident vasculaire cérébral. Alors, ce que vous avez décrit tout à l'heure, ça c'est lorsque la crise survient. Effectivement. D'accord. Mais la crise peut subvenir par... Mais il y a des signes qui peuvent alerter. Qui peuvent annoncer déjà la crise. Effectivement. D'accord. Donc, ce sont ces signes-là dont nous allons parler. En France, on parle de l'acronyme VITE. Donc, V-I-T-E. VITE pour dire visage paralysé, donc paralysé du visage. I, c'est inertie des membres, soit la lourdeur d'un membre supérieur, soit d'un membre inférieur, soit de la moitié d'un corps. T, c'est le trouble du langage. Et E, c'est pour dire en urgence, se rendre dans le centre de santé le plus proche. D'accord. Ça, ce sont les principaux signes d'alerte. Ce sont les principaux signes d'alerte de l'accident vasculaire cérébral. Il y en a... Visage paralysé. Visage paralysé. Inertie des membres, soit le membre supérieur, soit le membre inférieur, soit la moitié d'un corps. Quand vous dites inertie, ça veut dire ça. La lourdeur. La lourdeur. On n'arrive pas à bien manipuler, exactement. À bien soulever le bras, par exemple. C'est ça, il devient lourd. Ou comme la sensation d'aller chez le dentiste, par exemple. D'accord. Donc l'engourdissement. Soit du membre supérieur, soit du membre inférieur, soit de la moitié du corps. Et T, c'est le trouble du langage. Vous avez du mal à parler, les mots ne sortent pas. Ou vous parlez comme si vous avez de la loco chaude dans la bouche, ou de la bouillie chaude. Ah bon? Vous parlez comme vous avez de la bouillie chaude, je sais qu'ils vont se retrouver. Et le E, c'est en urgence, se rendre dans le centre de santé le plus proche. Waouh. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on observe donc ces signes, vous avez terminé donc par vite aux urgences. Il faut vite faire. Effectivement. D'accord. Et combien de temps on dispose pour effectivement aller dans un centre de santé pour s'assurer que c'est véritablement un AVC? Il faut vite faire. Pourquoi? Parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones qui meurent. D'accord? C'est pour cela, vite. Parce qu'il est irréversible quand les neurones meurent. Ce sont des cellules qui ne se régénèrent pas. Donc, le plus rapidement possible. Après,
pour l'expérience que j'ai de la France, il y a un système qui est déjà mis en place par le 15, par exemple, qui est le numéro d'urgence. On appelle rapidement, les pompiers viennent. Mais ici en France, ici en Côte d'Ivoire, je pense que le mieux, c'est de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Le plus proche serait l'idéal. Après, l'idéal, c'est que le centre de santé soit au moins muni d'un scanner ou d'une IRM de préférence pour pouvoir faire l'imagerie pour diagnostiquer l'AVC. Il faut forcément ces 2 examens pour confirmer l'AVC. Sans au moins l'un des 2 examens, le scanner de préférence, l'IRM vraiment c'est l'idéal, mais sans ces 2 examens, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a fait un accident vasculaire cérébral. Ça permet non seulement de faire le diagnostic, mais de typer aussi l'AVC. Parce que de la définition sont 2 types d'AVC. Et sans imagerie, on ne peut pas les distinguer. Alors qu'en termes thérapeutiques, je vais y venir, la thérapeutique de l'un est une contre-indication à la thérapeutique de l'autre. D'accord. Alors, je reviens encore sur le facteur temps. Lorsque j'observe ces signes d'alerte, j'ai combien de temps? Si je suis éloigné du centre de santé, il me faut combien de temps pour véritablement ne pas développer la forme grave, pour éviter le pire? Si on veut parler en termes d'urgence thérapeutique... Parce qu'on l'a dit, chaque minute compte, chaque seconde compte. En termes d'urgence thérapeutique, pour les bénéficier des traitements de revascularisation de l'AVC, on a 4h30 pour bénéficier du traitement médicamenteux et on a 6h ou jusqu'à 9h dans certains centres pour bénéficier du traitement mécanique. Après cela, on se dit que l'AVC il est constitué, donc on n'a plus d'arguments pour pouvoir bénéficier des traitements de revascularisation. On bénéficie d'un autre type de traitement qui garde quand même des séquelles assez lourdes et permanentes. Parce que là, la crise est déjà... Elle est déjà installée, les cellules sont déjà décédées. Waouh, d'accord. C'est quand même grave, hein, Madame Niango. Alors, est-ce que devant ces signes-là, pour une population, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans vos sensibilisations? Est-ce qu'il y a des gestes à faire? S'il y a des gestes à faire, c'est plutôt rendre accessible la bonne information sur les AVC. C'est la seule chose à faire. Et nous, au niveau de l'ONG AVC Espoir, quand je prends les journées nationales de lutte contre les AVC que nous avons organisées cette année, nous avons fait des prospectus, des flyers sur les signes d'alerte de l'AVC et que nous avons distribués. Nous avons distribué au maximum, mais évidemment, ce sont des éléments qui nécessitent beaucoup de ressources. Et notre jeune ONG n'a pas souvent beaucoup de ressources pour faire des flyers pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc à ces journées-là où nous avons eu près de 800 personnes, enfin 500, 600 personnes pour la marche, ils ont reçu les flyers. Aux journées elles-mêmes, tous ceux qui sont venus aux journées ont reçu ces flyers-là. Des communications ont été faites sur les signes d'alerte, donc bref. Nous faisons du mieux que nous pouvons, mais il faut dire que si on rendait effectivement accessible la bonne information sur les AVC, ce serait l'idéal. Nous, dans cet esprit, nous avons mis en place une application qui, si on n'était pas confronté aux lourdeurs administratives, aurait permis à l'ensemble des Ivoiriens par un clic d'avoir juste la bonne information sur les AVC. D'accord. Tout à l'heure, vous demandiez s'il y avait des gestes à faire. Effectivement, c'est une question qui revient souvent parce que certains disent que, par exemple, il faut pincer le bout du doigt, il y a un sang noir qui doit sortir. Il y a d'autres qui disent que, je sais pas, il faut masser, je sais pas, le bras, il y a beaucoup de choses. D'autres disent qu'il faut donner à boire. Bon. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de sang noir qui doit sortir pour faire passer l'AVC. Il n'y a pas de scarification aussi à faire. Il n'y a pas de massage à faire. Souvent même, ce n'est pas bon pour le patient. Parce que vous massez dans le sens de l'hémiplégie et vous aggravez l'hémiplégie. Donc, idéalement, le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral se fait par l'imagerie. Donc, devant un patient ou un parent ou, je ne sais pas, quelqu'un qui fait les signes d'alerte que nous venons de citer, l'idéal, c'est de se rendre dans le centre de santé le plus proche qui, au mieux, dispose au moins d'un scanner ou d'une IRM cérébrale pour faire une imagerie. D'accord. Il n'y a rien à donner. Pas de traitement, pas de médicaments, pas d'eau, pas de blessure, rien à faire. Rien à faire. Imagerie et les neurologues s'occupent derrière. Et il faut faire vite. Et il faut faire extrêmement vite. Alors, vous l'avez dit. On va revenir donc à ma question. Lorsque la crise est installée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une prise en charge. Effectivement, il faut une prise en charge urgente et adéquate. Donc se rendre bien sûr dans le centre de santé le plus proche et faire l'imagerie cérébrale. L'imagerie nous permettra de distinguer l'accident vasculaire cérébral, soit
il est ischémique, donc l'artère s'est bouchée, soit il est hémorragique, l'artère s'est rompue. Et en fonction donc, oui, allez-y. En fonction donc de ces différents types, on peut très rapidement prendre en charge le patient. D'accord. Alors, de façon générale, la prise en charge, comment est-ce qu'elle se fait et voir un peu l'expérience de là où vous êtes en France. Est-ce qu'il y a, je vais dire, une grande différence en termes de moyens, plateau technique, par rapport à l'Afrique, Dr Bado? Je vais parler de l'expérience de la France après. Il existe quand même dans quelques pays d'Afrique des centres qui répondent aux normes internationales, comme au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud également. En Côte d'Ivoire, il y a quelques centres qui s'occupent de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en phase aiguë. Je ne vais pas faire de publicité là-dessus. Bien sûr. Pour ce qui concerne l'expérience de la France, par exemple, je vais parler de moi quand je suis d'astreinte. Donc, quand je prends mon astreinte à 18h30, j'ai le téléphone d'astreinte. Et le patient, lorsqu'il fait les signes d'alerte de l'accident vasculaire cérébral que nous venons de citer, il appelle le 15, qui est le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence. Et le SAMU va le chercher à la maison. Le SAMU se rassure qu'effectivement les signes sont vrais. Et le SAMU m'appelle pour discuter de l'alerte fibrinolyse. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes sont arrivés dans les 4h30 qui suivent l'appel. D'accord. Parce que je vous ai dit qu'on a 4h30 pour bénéficier du traitement médicamenteux et 6h pour bénéficier du traitement mécanique. Donc je discute avec le SAMU pour dire, par exemple là il est 16h, on m'appelle, on me dit les signes c'était à 13h. Je suis à moins de 4h30, c'est une alerte fibrinolyse. Mais si les signes avaient lieu par exemple à 9h, on m'appelle là, il est 16h, j'ai dit ce n'est pas une alerte fibrinolyse. Parce que le patient ne va plus bénéficier du traitement médicamenteux d'urgence. D'accord. Et si c'est une alerte fibrinolyse, très rapidement le SAMU le prend dans l'ambulance et directement, soit le patient va aux urgences, ou si les urgences sont occupées, j'appelle déjà le radiologue pour que directement le patient va à l'IRM cérébral. Et moi, soit je suis au bureau, dès qu'il arrive aux urgences, le médecin urgentiste m'appelle et je descends. J'examine le malade. Je l'examine avec mon examen neurologique. Je cote son déficit avec le score NIH. En plus, je l'envoie à l'IRM. Je reste avec le radiologue. Et nous regardons l'imagerie. Il y a des séquences de l'IRM qui nous permettent de discuter si on fibrinolyse le patient ou on ne le fibrinolyse pas. Donc en fonction de ça, on prend la décision. Et le patient est fibrinolysé avec le médicament en fonction de son poids corporel. D'accord. Et donc du coup, après la fibrinolyse, il monte dans le service de neurologie, il est scopé pour rechercher éventuellement des troubles du rythme cardiaque, on prend la tension, voilà, et puis la suite de la prise en charge se fait et les examens continuent. Et ça va prendre combien de temps, cette prise en charge? La prise en charge, normalement, elle est spécifique après 72 heures, le patient il doit sortir du soin intensif. Et il va dans le service de neurologie classique, on appelle les UNV, unités neurovasculaires. Et là, en fonction de ses séquelles, s'il en garde, c'est la rééducation qui va suivre. Et ces 3 jours nous permettent de faire le bilan étiologique pour rechercher d'où vient le caillot et éventuellement faire la prévention secondaire. D'accord. Vous avez lâché le mot prévention? Secondaire. Pour éviter secondaire. D'accord. Pour éviter donc, je vais dire, ces séquelles, ces traitements qui vont certainement être lourds. Alors, est-ce qu'il y a moyen donc de prévenir, je ne sais pas si on parle de la même prévention, est-ce qu'il y a moyen de prévenir donc la survenue même des AVC? Ça, c'est la prévention primaire. Primaire, d'accord. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention primaire, elle se fait par le dépistage des facteurs de risque. Des facteurs de risque, d'accord. Il va s'agir de quoi? Alors, il va s'agir de consulter un médecin au moins 1 à 2 fois par an pour permettre de dépister les facteurs de risque qui sont l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de risque. Il est dépisté et donc il doit être traité et maîtrisé. Il permet de dépister aussi le diabète. Il dépiste l'hypercholestérolémie. Il permet aussi de donner les bons gestes hygiéno-diététiques, donc manger sainement, des fruits et légumes. Il permet aussi de donner des conseils sur la pratique du sport. Voilà. Et il permet le suivi. Donc, une fois par an, vous venez, on contrôle votre tension, on contrôle le taux de sucre, on contrôle le cholestérol. Il permet aussi de donner des bons gestes, éviter le tabac. Donc, à chaque fois, vous voyez votre médecin et puis voilà, il fait le suivi. Donc, ça vous permet de lutter contre la survenue
de l'accident vasculaire cérébral par la maîtrise de ces facteurs de risque. D'accord, ça c'est, je veux dire, la prévention primaire. Qui permet donc d'éviter, de prévenir la survenue. C'est ça. D'accord. Et la prévention secondaire, comme vous l'avez dit, ça permet d'amoindrir les séquelles. La prévention secondaire permet de lutter contre le risque de récidive. De récidive, ok, d'accord. Parce qu'on peut récidiver. Effectivement. Parce que quand vous avez fait un AVC, vous avez 3 fois plus le risque d'en refaire par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Waouh, d'accord. Et ça, c'est important de le dire. Vous avez 3 fois plus de risque pour quelqu'un qui a déjà fait un AVC que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et donc, cette prévention secondaire, c'est par le traitement étiologique. Donc, il y a beaucoup d'examens que nous faisons aux gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, surtout les ischémiques, dus à la formation des caillots. On fait des échographies des troncs supra-aortiques pour rechercher des plaques d'athérome. On fait des échographies cardiaques pour trouver des thrombus intracardiaques, pour trouver des malformations cardiaques qui pourraient être à l'origine du caillot. On fait des Holter-UCG pour rechercher des éventuels troubles du rythme cardiaque qui pourraient être à l'origine des caillots. Et on fait des bilans de sang pour rechercher bien sûr l'hypercholestérolémie, le diabète, et aussi des troubles de la coagulation qui pourraient être à l'origine aussi de la formation de ces caillots. Et tout cela va permettre donc de rendre efficace cette prévention secondaire. Effectivement, parce que le caillot, l'origine du caillot étant maîtrisée, étant déterminée, on met le traitement spécifique sur ce type de caillot-là pour éviter une éventuelle récidive. D'accord. Alors, le vieil adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Madame Miro, est-ce que vous, dans vos actions, vous mettez l'accent, on a parlé de flyers tout à l'heure, est-ce que vous mettez l'accent donc sur ces facteurs de risque de sorte à sensibiliser la population? Effectivement, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les facteurs de risque. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, 70% des AVC sont dus à l'hypertension. Et malheureusement, l'hypertension, comme toutes les maladies en Côte d'Ivoire, l'hypertension est victime de beaucoup de préjugés. Les malades croient à tort que la prise de médicaments va leur donner d'autres pathologies plus graves. Ou encore, ils croient que une fois que leur tension est stabilisée, ça veut dire qu'ils sont guéris. Donc, ils arrêtent totalement leur traitement. C'est pourquoi, au sein de l'ONG, chaque fois que nous rencontrons les populations qui sont hyper tendues, on leur explique bien le bien fondé donc, de la prise régulière de leurs médicaments et que l'arrêt de leur traitement ne doit pas être fait de leur seule initiative. Pour la simple raison, parce que vous prenez votre traitement, que votre tension est stabilisée. Le jour où vous arrêtez de prendre votre traitement, évidemment, vous allez basculer dans la complication qu'on appelle AVC. Parce que le docteur Ballot l'a si bien dit, l'AVC est une complication de l'hypertension. C'est une complication de tous les facteurs de risque en fait. L'AVC, c'est la complication. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est vrai, on ne le dira jamais assez. Il y a l'hygiène de vie qu'il faut adopter, la prévention primaire, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, docteur Ballot, quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire au sujet donc, des signes d'alerte, des facteurs de risque, des AVC? Je crois qu'on va reparler un peu des facteurs de risque parce qu'on n'a pas bien détaillé, on les a pas très bien détaillés pour que les gens y sachent un peu. Les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, il faut savoir qu'il y en a 2 types. Il y a ceux qui sont modifiables, il y a ceux qui sont non modifiables. Ceux qui sont non modifiables, c'est l'âge par exemple. On ne peut pas modifier l'âge. Donc au fil du temps que nous allons prendre l'âge, les artères vont se raidir, les plaques d'athérome vont venir se poser et donc on peut être sujet de faire les accidents. Là-bas, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention, par exemple. Exactement. D'accord, oui. Il y a aussi l'hérédité. Il y a des connotations héréditaires dans l'accident vasculaire cérébral. Il y a des familles qui sont sujettes à faire l'AVC. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de savoir. D'accord. Et puis, il y a le sexe. Le sexe. Effectivement. Les hommes sont beaucoup plus sujets à faire les AVC que les femmes. Pendant que les femmes sont beaucoup plus touchées par la mortalité liée à l'AVC. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, les facteurs de risque non modifiables dont on vient de parler et les facteurs de risque modifiables, il est important de les déterminer et de les citer. Donc le chef de file l'a dit, Mme Niamo, c'est l'hypertension artérielle. D'accord. L'hypertension artérielle est responsable à plus de 50% quand même des accidents vasculaires cérébraux. En termes de facteurs de risque, pas en termes de cause. C'est important. D'accord. En termes de facteurs de risque. Ce n'est pas tous les hypertendus qui feront un accident vasculaire cérébral. Donc c'est un facteur de risque. Il augmente le risque de faire l'accident vasculaire cérébral, mais il n'est pas cause. Il peut être cause dans certains groupes d'AVC. Dans certains cas. Je vais revenir à cela tout de suite. En plus, il y a le tabac.
D'accord. Le tabac, il est bien de le signaler. Il y a le tabac passif et le tabac actif. Vous fumez? Non, je ne fume pas, mais mon mari fume. Attention, c'est le tabagisme passif. Vous êtes exposé. Vous êtes exposé. D'accord. Ou vous allez dans des endroits de fumeurs. Et puis aujourd'hui, il y a la jeunesse qui s'adonne à certaines dérives. Il y a la chicha, etc. Tout ça, ce sont des formes de tabagisme. D'accord. Il y a le diabète. Il y a l'hypercholestérolémie. Il y a les maladies cardiovasculaires, comme les éventuels troubles du rythme, comme la fibrillation auriculaire. Il y a des malformations cardiaques, comme le foramen ovale perméable. Ce sont des choses qui sont très peu connues, mais qui donnent aussi des accidents vasculaires cérébraux. D'accord. D'accord. Bon, je vais que citer cela. Il y a la sédentarité et beaucoup de choses, le manque d'activité professionnelle, tout ça. D'accord. On n'a pas parlé des causes de l'accident vasculaire cérébral. Bien sûr, on aura, je pense que le temps qui nous est imparti pour les signes d'alerte et les facteurs de risque ne peut pas nous permettre donc d'évoquer les causes. On y reviendra certainement dans une autre émission. Effectivement. Parce que les causes, effectivement, sont également un aspect assez important, parlant donc des accidents vasculaires cérébraux. En tout cas, docteur, on va certainement terminer sur un conseil fondamental. Un conseil fondamental. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux téléspectateurs qui nous regardent au sujet donc des AVC, signes d'alerte, facteurs de risque, pour terminer? Pour terminer, ce que j'ai à dire, c'est que les accidents vasculaires cérébraux sont une maladie grave et la prise en charge est possible quand elle est connue. On peut s'en prémunir, c'est-à-dire on peut l'éviter, bien sûr, en faisant diagnostiquer par une simple consultation une fois par an par un médecin généraliste pour dépister les facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. On peut éviter les mauvaises pratiques comme l'usage du tabac ou l'excès d'alcool. On peut pratiquer une activité physique régulière et puis on peut manger sainement pour pouvoir bien sûr éviter de faire un accident vasculaire cérébral. J'espère que vous avez la bonne information, Mme Niango. C'est ce que vous avez souhaité, que les populations aient accès donc à la bonne information pour certainement se prémunir contre cette maladie assez grave qu'est l'accident vasculaire cérébral. En tout cas, merci donc d'avoir été là, docteur Jean-Bédel Ballot. Je rappelle que vous êtes médecin neurologue vasculaire, neuro-ophtalmologue et neuroradiologue, formé donc à l'Université Sorbonne de Paris et en fonction à l'hôpital Yves Le Foll en Bretagne, en France. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau pour nous donner toutes ces informations, Dr Ballot. Et à vous, Madame Niango Chantal Benelt, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire et Dr Ballot est l'un de vos médecins. Oui, Dr Ballot est le deuxième vice-président de l'ONG. D'accord. Et merci de nous avoir reçus. En tout cas, c'est moi. On aura plaisir donc à vous retrouver chaque fois que vous avez donc le temps pour parler donc de ce sujet, les accidents vasculaires cérébraux. Merci à Fares Akora, Michel Yao et Arnaud Dosso qui ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Merci surtout à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.